Bonjour et bienvenue dans le SAV des CSE. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Cyril. Cyril, bonjour. Bonjour Alexis, bonjour à tous. J'espère que tu vas bien. On est très heureux de te recevoir dans le podcast aujourd'hui. Merci, plaisir partagé. Et la première question qu'on se pose tous, c'est pourquoi est-ce que Cyril, tu es notre invité aujourd'hui? Quelle est ta spécialité et quel est peut-être le lien avec l'univers des CSE? Eh bien donc je suis Cyril Coton, j'ai 52 ans et je suis expert en prévention des addictions, en gestion et prévention des addictions en milieu professionnel. Ça fait une dizaine d'années que je suis engagé sur ce sujet. Qui s'est, j'ai envie de dire, imposé à moi dans mon histoire de vie. Je suis aussi ce qu'on appelle un patient expert en addictologie. Pour faire synthétique, un patient expert, c'est une personne bien qui a un trouble, une pathologie. En ce qui me concerne, c'est l'addiction. On pourra y revenir tout à l'heure, hein, parce que l'addiction est une maladie. J'ai suivi tout un chemin de rétablissement et au terme de ce chemin de rétablissement, je me suis formé auprès de professionnels de santé et puis, petit à petit, j'ai senti, de par mon expérience personnelle, professionnelle aussi, des besoins en milieu professionnel afin de sensibiliser les collaborateurs, former les lignes managériales et former, surtout l'ensemble des entreprises avec, tous les acteurs de l'entreprise, dont les CSE, pour, savoir gérer, et accompagner les éventuelles personnes qui pourraient être, en détresse, et en difficulté sur ces sujets-là. Et pourquoi tu penses que c'est important, notamment pour les élus du CSE, de se saisir de ces sujets? C'est important parce que déjà, c'est un sujet qui touche de l'humain et finalement les entreprises, ne sont faites que de personnes. C'est du collectif fait, de nombreuses individualités, donc d'histoires. Hem Et pourquoi ça me semble important? Parce qu'on va toucher à plusieurs niveaux, quand on traite de ce sujet. Évidemment qu'on va d'abord, toucher l'aspect santé, sans être professionnel de santé, hein. En tous les cas, la possibilité de détecter une personne qui pourrait être en détresse afin de l'orienter. Et puis on va toucher l'aspect, sécurité et de nombreux risques. Alors risques liés à des accidents évidemment, mais aussi tout ce qui est lié aux risques psychosociaux. Pourquoi, les CSE doivent s'emparer de ce sujet-là? Bah, pour tous les éléments que je viens d'évoquer, parce que je pense qu'assez spontanément, un collaborateur aura plutôt tendance à se rapprocher, d'un membre du CSE, d'un représentant du personnel, ou même d'une personne syndiquée, parce qu'ils se sentent plus en confiance, auprès de ces acteurs-là pour pouvoir dévoiler des éventuelles difficultés et surtout être assurés. C'est-à-dire, qu'ils puissent bien comprendre, en quoi on engage de telles démarches, en quoi ça a du sens, parce que malheureusement, souvent, ces démarches, elles peuvent être perçues comme étant répressives en milieu professionnel. Bien, les membres des CSE doivent s'approprier de ce sujet pour bien, faire comprendre que le sujet est avant tout d'assurer la santé et la sécurité des collaborateurs. C'est intéressant ce que tu dis. Tu parlais notamment d'avoir besoin de faire confiance. Aujourd'hui, alors tu me corriges, hein, si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est relativement tabou, d'évoquer le sujet des addictions ou en tout cas, la volonté de s'en sortir quand on est dans une démarche par rapport à ça. Comment tu le vis toi sur le terrain, cette, Là, question? tu dis le mot très juste, hein, c'est tabou. Effectivement, c'est un sujet, qui est tabou parce que ça vient toucher, on est un petit peu limite, border comme je dis, entre la vie privée et la vie professionnelle et l'employeur doit pouvoir agir sur ces sujets sans être intrusif et ça, c'est extrêmement important donc en respectant la vie privée des personnes, la dignité des personnes, mais aussi le secret médical. On l'a dit, ça peut être une maladie. Donc comment et pourquoi s'en emparer? Eh bien, je pense que l'objectif, effectivement, afin que les membres des CSE puissent s'en emparer, c'est de comprendre que, on doit et on a même une responsabilité en tant qu'employeur, une obligation, on doit agir sur ces sujets comme un tout autre sujet sécurité et c'est ainsi qu'il faut l'aborder pour essayer de lever le tabou justement, Mmh. de bien faire comprendre à l'ensemble des collaborateurs que l'objectif n'est absolument pas d'être intrusif et que la vie privée, on va veiller bien entendu à la respecter, mais l'objectif est de limiter les risques qui pourraient être liés ou à des éventuelles consommations de substances psychoactives, mais aussi à des activités, parce qu'aujourd'hui le champ de la dictologie est beaucoup plus vaste
que la consommation, l'unique consommation de substances. Aujourd'hui, on parle aussi des addictions dites comportementales. On pourrait donner quelques exemples: addiction aux jeux de hasard et d'argent, addiction au travail, au sport, addiction à toutes les nouvelles technologies. Bref, on voit bien que le champ de la dictologie est très vaste et s'en emparer est non seulement une obligation légale, mais j'ai envie de dire, c'est presque de l'ordre de la responsabilité, puisqu'on est dans une société de plus en plus addictogène aujourd'hui. Faut en avoir conscience et en partant de ce constat, il faut vraiment s'engager sur ce sujet-là, mais de manière correcte. Ça, c'est évident. Merci Cyril. Tu parles là justement d'une typologie d'addiction par rapport aux addictions comportementales. Est-ce que tu pourrais nous présenter peut-être un peu rapidement les champs de la dictologie, les différents facteurs auxquels on pense ou ceux auxquels on ne pense pas? Tu vois, par exemple, j'ai pas pensé en préparant le podcast que les addictions au téléphone portable, ça rentrait aussi dans ce que tu faisais. Oui, alors, je veux pas faire trop de technique, mais attention de bien comprendre que tout n'est pas addiction, d'accord? L'addiction en tant que telle est une maladie, chronique et cérébrale qui est reconnue médicalement et scientifiquement. Il y a 11 critères très clairs, très précis avec l'approche médicale qui définit ce qu'est l'addiction avec, un engagement depuis plus de 12 mois. Donc on voit bien que l'addiction est clairement une maladie. Donc fort heureusement, tout n'est pas maladie, c'est-à-dire, t'en conviendras Alexis, parfois, on peut s'observer, on peut se considérer un peu excessif dans nos usages, smartphones et autres, sans pour autant être addict au sens clinique. Ce qui va vraiment pouvoir nous alerter à titre personnel, c'est surtout les conséquences que notre consommation ou nos pratiques peuvent avoir. Est-ce que ma pratique ou ma consommation qui devient de plus en plus régulière impacte finalement mon quotidien, mes relations familiales, mes finances, bien sûr mon travail, et cetera, et cetera. C'est ça qui doit être un indicateur pour nous. Est-ce que je suis alerté par mon environnement, que je suis un peu excessif, que j'abuse un peu? Est-ce qu'il y a des conséquences diverses et variées? Puis, concernant les facteurs, par rapport au travail. Il est clair qu'au travail, on a identifié certains facteurs qui sont, malheureusement, sujettes à pouvoir amener des personnes à s'engager dans des conduites addictives. Alors ces facteurs, entendons-nous bien, ils sont aussi liés à une certaine forme de vulnérabilité selon les individus, hein. C'est important de pas tout plier parce que, on a des facteurs identifiés et que forcément une personne va basculer dans des troubles de l'usage, comme on les appelle. Ces facteurs sont relativement définis, clairs en entreprise. Eh bien, on voit bien que le sujet des addictions s'inscrit d'ailleurs typiquement, hein, dans les RPS, hein, ça peut être d'ailleurs la cause ou les conséquences des RPS. Quand on comprend cela, quand on identifie les facteurs, on comprend que l'employeur a quand même un levier pour réduire les éventuelles, conduites addictives des collaborateurs. Mais encore une fois, j'insiste bien, tout ne dépend pas de l'employeur, même s'il a un pouvoir d'agir. Évidemment, ensuite, il y a des notions plus personnelles sur chaque individu. C'est super intéressant ce que tu dis. Alors, de façon générale, j'ai noté quelques idées, mais la dernière idée que tu as développée sur le lien entre les addictions et les RPS, moi j'utilise une brochure de l'INRS pour faire des documents uniques. Et Oui, elle liste les différentes familles de risques. Et la 20e famille de risque, justement, c'est lié aux pratiques addictives. et oui, eh ben, c'est important ce que tu nous dis là, Alexis. Ça dénote une chose qui est très importante. Effectivement, on le sait, dans le DUERP, maintenant, c'est une obligation légale de faire apparaître les conduites addictives. Ça, c'est important de le rappeler. Et surtout, je trouve que ça envoie un message qui permet de bien comprendre le sujet. Qu'en entreprise, on le traite bien sur le versant sécurité, ce sujet, et non pas sur le versant santé, puisque l'entreprise n'est pas professionnelle de santé. Ce qui n'exclut pas le fait, encore une fois, entendons-nous bien, que les entreprises ont l'obligation de garantir la sécurité et la santé des collaborateurs. Mais dès lors qu'on va détecter une personne qui serait éventuellement en difficulté, le rôle de l'entreprise, c'est de l'orienter auprès des partenaires relais au sein de l'entreprise, ou si le collaborateur n'est pas à l'aise pour se faire accompagner par des acteurs de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, il y a d'autres partenaires relais pour accompagner les collaborateurs. Et c'est important de le souligner ce que tu dis. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on doit traiter ce sujet sur deux versants. Le versant sécurité qui est de la responsabilité
de l'employeur et le versant santé qui là est entre les mains des professionnels de la santé. Donc on voit bien aujourd'hui cette obligation légale de faire apparaître les conduites addictives sur le DUERP, on voit bien que on doit s'en préoccuper et vraiment, encore une fois, agir sur le versant sécurité en ce qui concerne l'entreprise. Finalement, on va travailler sur le bien-être des salariés. Tout ça est en lien, on vient de le dire, avec les RPS, avec la QVCT. Bref, ça fait partie de ce package, au fait, hein, Mmh. la prévention et la gestion des addictions. Tout à l'heure, tu disais, avant d'avoir, l'addiction en pathologie, on peut Oui, peut-être être, sur une pente glissante où on va s'analyser, on a peut-être des alertes et tu disais qu'il fallait regarder notamment l'impact que cette pratique avait sur son quotidien. Est-ce que de la oui, même façon, c'est pas un peu ce que doit regarder l'entreprise? C'est l'impact que la pratique potentiellement addictive ou addictive a sur, la sécurité du salarié dans le quotidien de son poste de travail? bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est cela que doit vérifier l'entreprise. Encore une fois, ça s'inscrit dans leurs obligations, légales, hein. Je crois qu'il y a 2 choses qu'il faut bien comprendre quand on veut traiter ce sujet de la prévention des addictions. La première, c'est finalement ne pas considérer tous les collaborateurs comme étant addicts. Évidemment qu'on a tous des petits plaisirs, c'est bien normal, c'est bien humain et là-dessus, il y a pas de sujet. C'est de faire comprendre à la majorité des collaborateurs, heu aujourd'hui, ce sujet, de toute manière, les entreprises vont s'y engager. Elles vont s'y engager pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et au fait, qu'est-ce qu'on constate en règle générale pour réduire un maximum les risques? Bien, on constate que c'est plus des mauvaises habitudes qui ont été prises par l'ensemble des collaborateurs, pas l'ensemble, une partie des collaborateurs, plutôt que de problèmes avérés d'addiction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, hein, entendons-nous bien. Mais finalement, quand on s'engage sur ce sujet-là, on est plus dans une démarche de faire évoluer les comportements, d'accord? Plutôt que de vouloir vraiment, soigner n'est pas le terme, puisqu'en entreprise, on n'est pas professionnel de santé, mais en tout cas, de vouloir, oui, si accompagner, j'ai envie de dire, des personnes qui pourraient être en difficulté. Donc oui, les entreprises, de toute manière, on se rend bien compte qu'elles doivent, de manière collective, se remettre en question aussi sur les pratiques, parce qu'on a évoqué tout à l'heure les nombreux facteurs qu'on a identifiés et il est évident que quand on traite du sujet de la prévention des addictions, on va tirer plusieurs fils sur la pelote et donc forcément, on va avoir des sujets liés au RPS, à la qualité de vie au travail, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc oui, le sujet, il est extrêmement clair. Aujourd'hui, on ne traite pas ce sujet pour être intrusif, on traite ce sujet pour réduire les risques, en fait, ni plus ni moins. OK. Est-ce que tu as des données chiffrées? Parce que parfois on pourrait penser ça n'arrive qu'aux autres, sur l'addiction, combien de personnes sont potentiellement soit déjà dans le processus clinique, tu avais parlé des 11 critères d'addiction tout à l'heure, ou peut-être qui sont déjà sur une pente dangereuse mais pas forcément diagnostiquées ou pas encore dans les critères? Non, alors oui, on a certains critères. Je pense que les meilleurs critères, effectivement, c'est d'être attentif aux conséquences, hein, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a différentes conséquences, les conséquences liées, aux relations sociales, au travail, mais aussi à l'extérieur, du travail. Tout ce qui est lié aux finances, tout ce qui est lié à la capacité à réussir à faire les choses qu'on ou ne plus réussir à faire les choses qu'on faisait, de manière assez, naturelle et normale auparavant. Euh, on a les fameuses 5 C en addictologie, c'est un moyen mémotechnique, alors que je dise pas de bêtises, je vais les dire de tête. On a ce qu'on appelle le craving. Le craving, c'est une envie impérieuse et irrépressible de vouloir consommer. On a la notion du deuxième C qui est la compulsion, hein, c'est-à-dire que c'est plus fort que moi, de manière compulsive, je m'engage dans les consommations. Que je te dis pas de bêtises, il y a la notion de consommation. Je cherche à consommer tout le temps. Alors consommer ou entrer dans ma pratique. Il y a la notion de chronophage, c'est-à-dire que ça me prend tout mon temps. Je ne pense qu'à se consommer, je passe mon temps à consommer ou à rechercher les produits. Et j'ai le cinquième C qui m'échappe. Bon, si déjà on a les quatre, c'est déjà des signes qui doivent nous alerter. Mais déjà, si on a ces alertes-là,
on doit demander de l'aide rapidement. Et l'enjeu, il est là, hein, en entreprise, hein, au final, hein. C'est que le collaborateur sache qu'il peut se rapprocher en toute discrétion d'un acteur de l'entreprise, quel qu'il soit, dont un membre du CSE, afin de pouvoir demander de l'aide le plus précocement possible s'il a ce sentiment de perdre le contrôle. Et bien le voilà, mon cinquième C, c'était le contrôle, la perte de contrôle. Voilà. Ça, si on s'inscrit dans ces 5 éléments, c'est le plus précocement possible qu'il faut demander de l'aide. Et l'enjeu aussi, je fais, peut-être que c'était une de tes questions suivantes, mais j'y pense maintenant, donc je le Vas-y, il y a dis. pas de souci. L'enjeu aussi n'est pas impliquer qu'une partie des acteurs de l'entreprise. Quand une entreprise s'engage sur la prévention des addictions, et ça c'est le message fort qu'il faut essayer de bien faire comprendre à l'ensemble des collaborateurs, c'est qu'on doit être dans une démarche de vigilance partagée. C'est-à-dire que c'est un sujet qui nous concerne tous, qu'on le soit membre du CSE, que l'on soit du comité de direction, que l'on soit le RH, que l'on soit le collègue de travail, eh bien on a tous une responsabilité sur ce sujet. Et faire comme si ça n'existait pas. Ou faire ce qu'on appelle, et tu le sais comme moi Alexis, on connaît très bien cela, la fameuse politique de l'autruche pour protéger, je mets des grosses guillemets, le collègue, etc., c'est une erreur. C'est des choses qui se faisaient auparavant pour des raisons qu'on pourrait décortiquer et analyser ici, mais je ne pense pas qu'on aurait trop le temps, mais c'est des choses qui ne peuvent plus se faire aujourd'hui, d'autant que notre travail, alors je dis notre parce que des profils de patients experts en addictologie qui interviennent en milieu professionnel, il y en a plusieurs aujourd'hui. Notre travail, justement, c'est de bien faire comprendre, en humanisant la démarche, aux entreprises qu'il faut des réponses appropriées et proportionnées. C'est-à-dire que le licenciement sec d'une personne qui était peut-être dans un état altéré n'est peut-être pas la solution immédiate qu'il faut apporter auprès d'une personne qui pourrait être en difficulté. L'idée, c'est vraiment de faire comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent être en détresse, que peut-être l'entreprise a aussi une part à jouer pour que tout cela s'améliore. Donc l'idée, c'est d'apporter des réponses adaptées aux personnes qui pourraient être détectées positives. Merci. J'ai une question, si un peu intrusive, si tu te sens libre de passer, il y a aucun souci. Tu nous as parlé plusieurs fois de ton passé de patient expert sans trop nous expliquer ce que ça voulait dire. Est-ce que est-ce que tu voudrais bien nous partager un petit peu ton parcours pour expliquer Bien sûr. pourquoi aujourd'hui tu fais ça et euh, enfin, tu sais de quoi tu parles. C'est ce que j'aimerais aussi faire ressortir de cette question. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis un citoyen lambda, hein, qui a commencé des expérimentations, assez jeune, comme beaucoup peut-être. J'ai commencé le tabac à 13 ans, l'alcool, j'ai commencé à en boire à 14 ans. Très vite, je suis rentré dans le monde du travail, parce que j'étais ce que j'appelle un inadapté de l'éducation nationale. À partir de 16 ans, je commence à travailler dans l'hôtellerie et la restauration et assez rapidement, je travaille dans l'événementiel et dans le monde du spectacle. Et puis, quand on est intermittent du spectacle, on ne mange pas tous les jours à sa faim. Donc, j'ai œuvré dans différents secteurs d'activité. J'ai travaillé dans le monde du transport, du paysagisme. Je te l'ai dit aussi, l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, les déchets. Enfin bref, j'ai un peu roulé ma bosse. Dès l'entrée dans le monde professionnel, je commence à fumer des pétards très tôt. Parce qu'on travaille 7 jours sur 7, au-delà des 7 heures par jour d'aujourd'hui. On est dans les années 90, émergence de la musique électro en Europe. Et là, je parcours les rave parties, les free parties. Et c'est ici que je commence à rencontrer pléthore de substances. Ecstasy, LSD, MDMA, speed, héroïne. Bref, à cet âge-là, je consomme énormément de substances. Je suis fasciné par les drogues et je me rends pas compte, hein, à mon âge, qu'il y a de nombreux risques à faire tout cela. Et arrive un moment donné où je rencontre une substance qui devient mon pire ennemi finalement, la cocaïne. Et cette drogue a une particularité, c'est que je peux la consommer hors contexte récréatif. Je peux la consommer au quotidien si je suis pas trop excessif, bien entendu. Et elle a une fonction, c'est qu'elle peut m'aider à tenir au quotidien. Et voilà comment cette drogue s'immisce dans ma vie. Et il y a un point de bascule important aussi qui se passe, c'est que je ne consomme plus avec les copains et les copines en mode récréatif, je consomme seul.
et voilà comment je tombe dans l'étau, de l'addiction, et à 40 ans, je me retrouve encore à consommer. C'est pas drôle du tout et je suis en galère. Effectivement, ça a une fonction au départ, il faut bien le dire. Ça m'aide à tenir dans des métiers où il faut être assez performant. Voilà un des facteurs, on parlait tout à l'heure de facteurs, en voilà un. Mmh. Et donc, ce faux ami, au départ, m'aide, vraiment. Il a une vraie fonction. Sauf que, ben, je rentrerai pas trop dans les détails, l'addiction, bien, au bout d'un moment, ça développe de nombreux troubles et de nombreuses, pardon, difficultés, et surtout la perte de liberté, quoi. À 40 ans, je fais court, mais à 40 ans, je me fais accompagner par des professionnels de la santé. Il me faut 10 ans, pour réussir à maintenir mon abstinence. Heu, j'ai été donc en entreprise aussi pendant toutes ces périodes-là en tant que consommateur, et j'ai connu toutes les conséquences des consommations en entreprise. J'ai été dépisté en entreprise, car les tests de dépistage sont possibles en milieu professionnel. Je suis ressorti positif, j'ai eu des sanctions, mais en même temps, tout cela a eu une fonction pour m'aider à arriver là où je suis aujourd'hui. Et au terme de ce chemin de rétablissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été pour moi comme une évidence de témoigner dans un premier temps. J'ai écrit un ouvrage, etc. Et surtout, bah, les entreprises ont commencé à me faire du pied pour faire des témoignages d'abord, et puis ensuite pour accompagner les lignes managériales. Et aujourd'hui, j'ai conçu des formations, des sensibilisations, et je suis aussi consultant pour amener les entreprises à comprendre comment on va s'engager dans ce type de démarche. Voilà comment je suis arrivé là. Donc c'est plutôt mon histoire de vie qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Ça fait une dizaine d'années aujourd'hui que j'interviens en milieu professionnel, mais pas que, pour l'éducation nationale et pour d'autres organisations privées et publiques. Merci beaucoup, pour ton témoignage. Ça m'entraîne plein d'autres questions que j'ai envie de te poser. Heu, dans l'enchaînement que tu, as évoqué, qui t'a amené à cette addiction, j'ai l'impression que, c'est un premier pas qui en entraîne un deuxième, puis un troisième, et puis, peut-être qui t'entraîne vers des substances de plus en plus dangereuses, jusqu'à finalement la cocaïne et l'addiction à la cocaïne que tu as évoqué. Est-ce que c'est le schéma classique ou est-ce Alors, qu'il y a d'autres fonctionnements? C'est un peu ça ma question. c'est une très bonne question. Alors, il y a d'autres fonctionnements. La fameuse, ce dont tu évoques, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'escalade. Pour autant, cette théorie de l'escalade, même si on peut penser que c'est comme ça que ça se passe, eh bien, il n'y a aucune preuve scientifique aujourd'hui qui démontre que la théorie de l'escalade est une théorie juste et valable. Pour une raison très simple, puisqu'on parle de produits psychoactifs. Qu'est-ce qu'un produit psychoactif? C'est un produit qui agit sur notre cerveau, d'accord? Qui vient potentiellement, si c'est un psychotrope, altérer notre état de conscience. Voilà ce que c'est. Donc, l'alcool est un produit psychoactif au même titre que le cannabis, que l'ecstasy et que même certains médicaments. D'accord? Donc, si on partait de cette logique-là et de cette théorie-là de l'escalade, ça voudrait dire que un consommateur d'alcool, forcément, va terminer à l'héroïne, pour faire simple, hein, pour Mmh. schématiser. Donc non, c'est plutôt propre à chaque individu. Ça, on le sait, c'est clairement le cas. Il y a des personnes qui vont boire de l'alcool sans jamais fumer de tabac, d'autres qui vont boire de l'alcool et qui vont se mettre à fumer des joints. Euh, Certains profils vont être tentés d'aller plus loin, comme ça a été mon cas, et d'autres non. Voilà, ça c'est une chose qu'on sait clairement aujourd'hui. Maintenant, il y a des facteurs de vulnérabilité selon les individus. Pour faire simple, on dit que l'addiction, c'est une triade. C'est la rencontre de trois éléments. C'est la rencontre d'un individu, avec toute la complexité que nous sommes, chaque individu, notre histoire personnelle, notre génétique, notre psychologie, nos pathologies. Tout ça, faut le prendre en considération, puisque ce sont de nombreux éléments de facteurs de risque qui peuvent nous amener à effectivement tomber dans des conduites addictives. C'est la rencontre aussi d'un environnement. Évidemment que lorsqu'on évolue dans un environnement où il y a une accessibilité, une banalisation des produits, bah, on est plus exposé que d'autres personnes. Pour ça qu'au travail, moi je le dis très clairement, ce n'est pas le lieu où des produits psychoactifs, quels qu'ils soient, peuvent être consommés. Ce n'est que mon avis. Je ne suis pas un prohibitionniste, hein, mais je le dis très clairement.
Et puis, le troisième élément, c'est la rencontre d'une substance ou d'une activité qui peut être plus ou moins addictogène, plus ou moins banalisée, voire même favorisée parfois dans notre société. Bien, c'est la rencontre de ces trois éléments-là qui peuvent potentiellement amener une personne à tomber dans l'addiction. Voilà. Ou dans des troubles de l'usage. Alors, je vais pas faire trop de sémantique ou d'éléments de langage, mais il y a des nuances entre dépendance, troubles de l'usage, addiction. Mais en tout cas, dans les trois cas, ça peut devenir, à bout d'un moment, problématique. C'est ça qu'il faut retenir. Et une dernière chose qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'une personne qui est en train de perdre le contrôle, hein, le fameux C des 5 C que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui commence à tomber dans l'addiction, il faut bien comprendre que ce n'est pas une personne idiote. C'est une personne qui est allée trop loin et qui, à un moment donné, ne sait plus et n'arrive plus à faire autrement. Et ça, c'est important de le comprendre. Et tout le travail pour l'accompagner, cette personne, c'est de lui montrer qu'il y a d'autres façons de faire que de rentrer dans l'addiction ou diverses et variées, parce que souvent, et c'est parfois inconscient, bah, on est dans une démarche autothérapeutique, c'est-à-dire que en consommant excessivement ou en s'engageant dans des activités de manière excessive, on vient souvent anesthésier quelque chose de plus profond. Ça peut être une émotion qui est trop compliquée à gérer, et cetera. Bien, l'enjeu, le travail à faire, bah, c'est d'accompagner les personnes, de leur dire, bah, on peut faire autrement, plutôt que de partir malheureusement dans ces excès et dans ces pertes de contrôle. Et c'est hyper intéressant la triade que tu es en train d'évoquer. Et du coup, la deuxième question que j'avais envie de poser, ça porte sur la partie environnementale. Dans ton parcours, tu parles de l'événementiel, tu parles du monde de l'hôtellerie, tu as parlé de la logistique, je crois aussi. Enfin, est-ce que tu penses qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus addictogènes, on va dire, que Oui. d'autres? Oui, et qui sont d'ailleurs très clairement identifiés hein, dans les études. Hein. Les deux secteurs d'activité où il y a le plus accès, de plus de banalisation et donc le plus de consommation, c'est malheureusement les deux secteurs d'activité dans lesquels j'ai commencé à travailler. C'est donc l'hôtellerie et la restauration pour des raisons qu'on comprend, qui sont assez évidentes. Ici, on cumule de nombreux facteurs de risque, hein, à commencer par les horaires décalés, le stress, la pénibilité au travail, tout ça, ce sont des facteurs de risque. Et le deuxième facteur, c'est le monde du spectacle. Spectacle, événementiel, loisirs, ou même chose, malheureusement, tout ça, ça fait partie de la panoplie hein, du monde de la fête. L'alcool, le tabac, les stupéfiants, tout ça fait partie de la panoplie. Donc, c'est relativement banalisé. Et puis, en plus, ici, il y a un usage sur les deux versants, c'est-à-dire il y a l'usage récréatif et puis l'usage plutôt de dopage pour Hmm, tenir au travail. pour pouvoir performer. Ouais, ça ne veut pas dire, j'insiste, mais ça tout le monde le comprendra, qu'il n'y a pas il y a pas de problème dans les autres secteurs d'activité, hein. Et des substances, il y en a dans de toute façon tous les secteurs d'activité. Les problèmes des consommations ne s'arrêtent pas à la porte des entreprises, hein, bien entendu. Bien évidemment. Est-ce que tu penses qu'il y a des addictions aujourd'hui qui sont banalisées et dans l'imaginaire collectif, il y a les bonnes addictions et les mauvaises addictions, alors que je parle de choses qui ont un impact négatif sur la santé, hein, bien évidemment. Ouais. Respirer n'est pas une addiction, On est d'accord. même Non, si mais on en c'est a tous intéressant la besoin. question que tu poses parce qu'il y a ce qu'on appelle les clean addictions, les addictions propres. C'est-à-dire d'une perception où on se dit, finalement, est-ce qu'en soi ça peut être une addiction? Il y en a deux qui sont assez connus, c'est l'addiction au sport, qu'on appelle la bigorexie aussi, et l'addiction au travail. D'accord? Alors la bigorexie, c'est une addiction qui est reconnue médicalement et scientifiquement. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est reconnu depuis 2011, mais ça faudra vérifier. Mais au fait, ce qu'il faut comprendre, donc, alors, juste avant d'aller un peu plus loin, il faut comprendre que l'addiction en soi est une maladie. Donc, de parler d'addiction propre, pour moi, c'est une ineptie. On peut pas Hmm, dire qu'il y a une maladie qui est vraiment propre, en somme. D'accord? Mais la perception sociale qu'on a d'un sportif ou d'un travailleur acharné, elle est plutôt positive. Tu en conviendras comme moi. absolument. Attention, hein, toutes les personnes qui font du sport en excès, etc., ne sont pas addictes. Euh, je rappelle qu'en fait, une addiction en soi ne peut pas être positive, puisque c'est une maladie. Donc,
Les éléments qu'il faut toujours garder en tête pour, effectivement se situer, même sur ce type, d'addiction, hein, addiction au travail et au sport, eh bien, c'est vraiment les conséquences. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'observer et observer son environnement qui pourrait nous alerter. Les conséquences sont un des indicateurs sport pour savoir si je commence à dériver. Je te donne un exemple pour le sport. Le sport, on en conviendra tous, c'est très bon pour la santé. J'invite tous les auditeurs à faire de l'activité physique, bien entendu. Mais imaginons une personne qui passe son temps à se préparer pour des marathons, qui donc passe moins de temps, voire plus de temps avec sa famille, ses enfants, son épouse ou son époux, qui est moins performant au travail parce que finalement ça va avoir un impact. La personne consacre tellement peu de temps à son travail qu'à un moment donné, il y a une négligence. Il va continuer à faire du sport alors qu'il se blesse, une tendinite ou une douleur musculaire, qui va ne plus voir ses amis parce que son entraînement lui prend tout son temps, qui va commencer à avoir des carences alimentaires puisqu'il veut être tellement performant dans le sport qu'il va avoir une hygiène alimentaire qui peut devenir dangereuse. Eh bien, on voit bien que pourtant on parle d'une activité qui à la base est plutôt saine et positive. Eh bien, on voit bien que la personne se met en danger et les conséquences sont multiples. Et ça, c'est quelque chose assez récurrent aujourd'hui, pour alerter des personnes. Regarde, observe-toi et observe les conséquences. Bah, tu vois bien que même si tu fais une activité qui, d'apparence, est très bonne pour ton mental et pour ton corps, bah, en même temps, on voit bien que là, si tu fais la balance de bénéfices et d'inconvénients, il commence à y avoir quand même un peu plus d'inconvénients plutôt que de bénéfices. Il y a, et ça c'est quelque chose qui va te parler parce que ça nous parle à tous, ce qui est énormément banalisé, c'est l'usage du smartphone, des réseaux sociaux, et cetera. On voit bien que non seulement c'est banalisé, c'est favorisé. Alors attention, hein, moi je ne suis pas un technophobe, je suis comme tout le monde, je me sers de la technologie, mais effectivement, là aussi, on doit être en capacité de s'interroger. Les scrolls à l'infini, et cetera, on le connaît par cœur. Qui ne s'est pas retrouvé dans son lit le soir à se dire je fais 5 minutes de vidéo et 1 heure et demie après, il est encore en train de regarder les vidéos des petits chats qui font miaou miaou. Bon, je caricature, mais c'est tout à fait ça. Alors après, parce que derrière tout ça, on sait bien, il y a des réalités biologiques, il se passe des choses dans notre cerveau, on sécrète de la dopamine, enfin, on va pas rentrer dans des considérations trop techniques, mais on voit bien qu'on peut tous se faire happer Mmh. là-dedans. Donc oui, pour répondre à ta question Alexis, il y a dans notre société, dite addictogène, je le disais tout à l'heure, tout est fait pour nous rendre accros. Donc si nous-mêmes on ne se régule pas, si même on n'est pas nous-mêmes on n'est pas attentif à nos comportements, oui, on peut vite se faire happer. Surtout dans une société de consommation, de compétitivité, de performance. Et du coup, comment bien se réguler? Comment savoir, arrêter, enfin, je prends l'exemple, par exemple, avec les smartphones. Sur mon téléphone, sur YouTube, par exemple, j'ai une option pour qu'au bout de tant de temps, l'application, elle mette une notification, hop, ça fait, j'ai mis 10 minutes par jour, tu vois? Comme ça m'évite, Ouais. de scroller à l'infini sur cette appli. Et du coup, bah, je suis capable, au bout de 10 minutes, d'avoir ma notification et si jamais je veux, il faut que je désactive les options et que je change tous les trucs. Et du coup, je le fais pas et si j'ai envie de regarder des vidéos, après je vais sur mon PC, tu vois? Mais Ouais. et tu vois un peu la question, c'est est-ce que, bah là, c'est assez facile parce que l'outil nous le permet, mais je vais prendre d'autres exemples, puis comme ça après tu me donneras ton avis sur tout ça, mais pour les jeux d'argent, j'ai accompagné un casino, un CSE d'un casino pour des formations, et donc j'ai vu aussi qu'il y avait toute une prévention. Alors ça, c'est un concept que je trouve formidable. Sur l'idée, c'est un peu bizarre, mais en gros, dans le casino, tu peux te faire interdire, ils sont obligés de pouvoir t'interdire l'accès au casino et donc de gérer cette addiction. Après, il y a la question de l'alcool qui est peut-être l'addiction française la moins assumée et la plus banalisée. Enfin, voilà, il y a plein de choses et parfois on se dit c'est bon, je bois pas une soirée, je crains rien. Enfin, tu vois, comment tu conseillerais un peu de gérer toutes ces problématiques? Mmh. Alors, tu as amené beaucoup de réponses finalement dans ta question.
Alors, il y a plein de choses. Il faut être en capacité de s'observer. Déjà, j'ai envie de dire, c'est la première chose. S'observer dans ses comportements. On dit souvent que l'addiction, c'est la maladie des émotions. Donc, souvent, effectivement, il faut faire la différence entre passer un moment avec des amis, avec des collègues, partager un moment, boire un bon verre de vin, et être seul à être dans une activité ou une consommation. Déjà, j'ai expliqué d'ailleurs dans mon histoire, hein, moi le point de bascule pour les consommations, c'était je commence à consommer seul. Ça, c'est des choses qui doivent nous alerter déjà, hein. Mmh. Tiens, ce verre de vin que je buvais toujours en mode bon temps, convivialité, maintenant je me mets à le boire seul. Déjà, là, il y a un élément qui doit nous alerter, hein, de basculer d'une consommation récréative à une consommation solitaire. Euh, alors, tu as parlé beaucoup de choses. Tu as parlé des technologies. Déjà, par rapport à la technologie, effectivement, utiliser la technologie déjà pour réguler son usage. C'est tout à fait pertinent. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent de nous réguler. Avoir dans sa vie aussi des espaces différents. C'est-à-dire démultiplier les sources de plaisir et de bien-être, c'est-à-dire ne pas tout investir à 100% dans une seule activité qui pourrait nous happer, nous submerger, surtout avec toute la technologie d'aujourd'hui qui a un effet d'aimantation, les écrans, etc. On voit bien que ça a un effet qui nous crée une distorsion du temps, on perd la notion du temps, etc. Donc, savoir démultiplier ces sources de plaisir est quelque chose de très important. Aimer lire, aller un peu marcher, faire du sport, pourquoi pas à un moment donné regarder un film, être un peu geek, pourquoi pas, bref. Mais démultiplier ces sources-là, c'est important. Se mettre un cadre et une règle, tu l'as évoqué tout à l'heure, la règle c'est peut-être eh bien, pas de smartphone dans la chambre, pas d'écran dans la chambre. À partir de telle heure, c'est terminé, je vais plus sur mon PC ou je vais plus sur les écrans. Quand je suis à table, je suis à table avec mes enfants, mon époux ou mon épouse, etc. Donc se mettre des règles, même des règles qu'on peut instaurer dans la famille, ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Mettre un cadre, parce que finalement, les technologies, pour continuer sur ce point-là, elles n'ont pas de notion de temps. Les technologies, elles seront toujours efficientes et là pour nous à tout moment, à n'importe quel moment de la journée. Donc si nous, on ne se régule pas, elles vont pas le faire. Sauf si effectivement on sait s'en servir, on utilise des applis qui nous y aident. Mmh. Ça, c'est le premier point. Tu parlais des jeux, alors ça c'est intéressant parce qu'on est en pleine Coupe du Monde en ce moment. Donc là, les paris sportifs, etc., on est en plein dedans. Ben, effectivement, même les casinos, tu parlais des casinos, aujourd'hui, ils ont obligation de faire de la prévention sur ces sujets-là. Et même, effectivement, il y a possibilité d'interdire des personnes, mais même des personnes qui se perçoivent elles-mêmes en difficulté, elles ont possibilité de s'auto-interdire, hein, de rentrer au casino. Alors tout ça, c'est intéressant, c'est bien, mais ça ne suffira pas, parce qu'il y a plein de façons de contourner tout cela. Surtout avec la technologie aujourd'hui, hein, on l'a bien compris, les paris sportifs, etc., les casinos en ligne, bref, c'est très facile de détourner tout ça. Donc, bien, j'ai envie de dire, c'est toujours le même schéma, hein, finalement. Dès lors que je perçois que je suis en difficulté, il faut aussi, le plus précocement possible, je le disais tout à l'heure, ne pas hésiter à demander de l'aide. Si ça génère chez moi de la souffrance et des difficultés, je dois absolument demander de l'aide le plus précocement possible. Et comment se situer justement sur nos usages ou nos consommations? Bah aujourd'hui, tu as peut-être entendu des campagnes, les fameuses campagnes nationales qui existent. Par exemple, le mois de novembre, c'est le mois sans tabac. Le mois de janvier, c'est le Dry January. Tout ça, ça peut prêter à rire, mais en même temps, ce sont des campagnes, des actions qui peuvent être intéressantes, des petits défis dans lesquels je peux m'engager. Tiens, est-ce que je suis effectivement en capacité, ce mois de janvier, de ne pas boire d'alcool pendant une, deux, 3 semaines, ou tout du moins réduire ma consommation d'alcool? Et qu'est-ce que ça me fait lorsque je le fais? Est-ce que ça génère chez moi de la frustration au point que je n'arrive pas à tenir et donc je cède à la consommation? Est-ce que c'est OK? Est-ce que ça me rend plus irritable? Est-ce que ça me rend plus angoissé? Tout ça, c'est intéressant parce que quand je m'engage dans des petits défis comme ça, que je me lance
dans ce type de campagne ou que je peux me lancer à moi-même, ça permet de m'observer et de me situer dans mes consommations. Parce qu'au final, si je me rends compte que c'est OK, je sais lever le pied, je sais ne pas boire, je ne sais ne pas aller sur les réseaux, il n'y a pas de conséquences, je suis pas si irritable que ça. Finalement, je m'ennuie pas tant que ça parce que j'arrive à faire autre chose et ma vie, elle a aussi du sens lorsqu'il n'y a pas les réseaux sociaux ou lorsqu'il n'y a pas le jeu, etc. Eh bien, c'est impeccable. Ça veut dire qu'au final, eh bien, effectivement, elles sont présentes parce qu'il y a des outils, et soyons très clairs, la technologie, ça fait aussi partie de la panoplie du travail, hein. Il y a des choses qui seront de toute manière présentes, mais finalement, quand ils sont pas là, eh bien, je suis en capacité de passer du temps avec ma famille, avec mes enfants, mon époux, mon épouse, mes amis. Je suis bien dans ma tête, dans ma peau. Bref, il n'y a pas de conséquences si importantes. Bref, on voit bien qu'il y a plein d'éléments qui nous permettent de nous situer et de nous auto-évaluer. Mais l'enjeu derrière tout ça, c'est si vraiment je sens que c'est compliqué, c'est de demander de l'aide le plus précocement possible. Ne pas attendre que ça s'installe. Parce que c'est là où on peut rapidement se retrouver en difficulté et en détresse. Et encore une fois, hein, je le dis et je le répète, hein, observer l'ensemble des conséquences. Et toi, quand tu t'es fait aider, hem, alors je pose la question parce que j'imagine que c'est ce par quoi on passe quand on veut sortir d'une addiction. On a un petit peu un sentiment de peut-être, je sais pas faire, je suis pas capable, je vaux moins que les autres, peut-être un peu de honte, les autres vont me juger. J'aurais bien aimé avoir un peu ton expérience sur comment ça s'est passé quand tu as été aidé par des professionnels de la santé par rapport à cette, addiction? Alors c'est très pertinent tout ce que tu évoques, personnellement, comme la plupart des addicts, hein, de toute façon, on est dans la honte, la culpabilité, le mensonge, pendant un temps, disons-le très clairement, le déni, hein, le fameux «t'inquiète, je gère» et puis, l'auto-étiquetage, c'est-à-dire: «Je suis faible, j'ai pas de volonté» et ça, malheureusement, c'est ce que renvoie beaucoup la société, donc ça, on l'intègre inconsciemment en soi, même quand on est addict, hein. Donc ça, il y a tout un chemin à faire. Ça a été la chose la plus difficile de demander de l'aide, je te le dis très clairement, j'ai parce que d'abord j'avais essayé seul, hein. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est en galère, hein et seul, il y avait des moments d'abstinence où je tenais et boum, je replongeais. D'ailleurs, je faisais ce qu'on appelait de la décompensation, des transferts d'addiction. J'ai connu aussi beaucoup d'addictions comportementales comme le sport, le travail qu'on a évoqué tout à l'heure. Comment j'ai fait? Eh bien, à un moment donné, si tu veux, la prise de conscience, elle est très différente d'une personne à une autre. Ça peut passer par plein d'étapes, dont par le travail d'ailleurs, hein, dont le travail, hein. J'ai eu une succession de galères, financières, santé, et puis professionnelles, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai été testé positif au travail, avec des conséquences et cetera. Hem pour qu'à un moment donné, je me rende compte que, bah, non, je gérais rien et qu'il fallait vraiment que je demande de l'aide et en décembre 2015, bah, j'ai demandé cette aide. Je suis rentré dans un XAPA, je me suis rendu dans un XAPA, un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. C'est gratuit, c'est anonyme. On rencontre des infirmières, des infirmiers, des psychologues, des addictologues. Mais ça a été, je dois le dire, le moment le plus difficile parce que ça vient aussi toucher votre amour-propre, votre fierté, ça vient toucher beaucoup de choses, hein. Mmh. J'ai dû le faire parce que j'étais en détresse et très honnêtement, j'avais des idées de plus en plus sombres, des troubles dépressifs, des troubles suicidaires. Il fallait que j'agisse, il fallait vraiment que j'agisse, j'étais au bout, quoi et en même temps, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée et c'est là où je veux vraiment faire passer ce message. Heu Ce qui tue le plus, c'est le silence sur ce sujet. Ce qui tue le plus, c'est le silence. Le silence de la personne elle-même, qui est addicte, qui est en difficulté, qui est en détresse, mais aussi le silence de l'environnement, hein. Et là, j'envoie ce message par rapport au milieu professionnel, entre autres, hein. Ce n'est pas rendre service que de ne rien dire, ni rendre service à l'entreprise, ni rendre service à tous les acteurs de l'entreprise et encore moins rendre service à la personne elle-même. Même si la personne peut être peut-être un peu en colère au départ, et cetera, heu il vaut mieux alerter que de ne rien dire. Euh,
Moi, ça a été la plus belle chose que j'ai faite, hein, de libérer la parole, d'aller demander de l'aide, et cetera. C'est très difficile, je vais pas le mentir, hein, c'est très difficile. On y va vraiment à reculons. Mais si je n'avais pas fait ça, je n'en serais pas peut-être pas là aujourd'hui et je serais même peut-être plus là du tout aujourd'hui et j'en ai conscience. Donc je suis une personne qui a beaucoup de chance, j'en ai conscience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens investi d'une mission. Alors ça peut paraître un peu euh, excessif ce que je dis, mais parce que mon message, il est là aussi pour communiquer de l'espoir. Mais de l'espoir aux personnes addictes, mais aussi de l'espoir aux entreprises. De dire, n'ayez pas peur, entreprise, de vous engager sur ce sujet, parce que vous ferez certainement beaucoup plus de bien, tant aux personnes qu'à l'entreprise elle-même, que de mal ou c'est souvent la crainte de mal faire, hein, souvent les entreprises. Hein. Si elles sont accompagnées par des experts, on peut tout à fait gérer ce sujet de manière transparente et empathique et ferme aussi, hein, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, je le dis toujours, il faut aussi être ferme sur ces sujets-là. Je suis peut-être un peu éparpillé dans ta question, mais Non, non, ça mais m'a amené naturellement à ce lien. très, très bien. Tu disais les CHAPA, SAPA, j'ai pas pu noter l'acronyme. Alors les XAPA, C-S-A-P-A, c'est les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ça, c'est donc des ressources externes à l'entreprise. Mais rappelons quand même qu'il y a déjà des ressources internes à Mmh. l'entreprise. Hein. À commencer par tout le service santé, c'est-à-dire on a la médecine du travail, psychologue du travail, assistante sociale du travail. Parfois, il y a des dispositifs de ligne d'écoute pour les collaborateurs. Déjà, s'appuyer sur ces ressources, c'est pas mal. Moi, je forme des référents bienveilleurs, appelez-le comme vous voulez, des référents addiction. Souvent, d'ailleurs, ce sont des acteurs et des membres du CSE qui sont formés. Comme on a des référents harcèlement, eh bien, je forme des référents addiction. Ce sont, attention, hein, ce ne sont pas des, des addictologues hein, qu'on forme, hein, ce sont des personnes ressources et repérées au sein de l'entreprise afin de pouvoir se rapprocher si moi je suis en difficulté. Je suis aussi formateur PSSM, formateur au premier secours en santé mentale. De plus en plus, on forme des PSSM, tout comme il y a des sauveteurs secouristes du travail. Ben aujourd'hui, on a des secouristes en santé mentale qui traitent aussi de ce sujet, c'est-à-dire comment savoir aborder, approcher, avoir les bons éléments de langage, les bonnes ressources, une personne qui serait dans un trouble, dont l'utilisation des substances, mais pas que, hein, un trouble lié à des problèmes psychiques. Bref, il est important pour moi aujourd'hui, important et incontournable de traiter de ce sujet, hein, de toute manière. Enfin bon, pas dire le contraire. Hein. C'est vrai. Merci, merci Cyril. Tout à l'heure, tu as parlé d'un sujet, j'ai pas eu l'occasion d'en revenir. Le temps va nous manquer pour évoquer tout ce qu'on pourrait voir de toute façon sur cette thématique, mais c'est quelque chose que je pense important. Tu parlais des règles de dépistage. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire en entreprise concernant le dépistage de substances psychoactives? Oui. Parce que j'imagine que c'est quand même beaucoup plus difficile de dépister des addictions comportementales. On Oui. peut voir le jeu d'argent, par exemple, ou le téléphone. Ça enfin, s'il y a des choses, dis-moi, je serais ravi de Oui. savoir, mais je pense que ça se teste pas de la même façon. Non, ça se teste pas de la même façon. Alors déjà pour tout ce qui est substances psychoactives, bon bah les tests de dépistage stupéfiants et alcool, c'est tout à fait légal en entreprise, je tiens à le rappeler. Alors bien sûr qu'il y a un cadre très clair et défini et quand on commence à désirer à mettre en application là ces tests, pardon, c'est là où il faut vraiment se faire accompagner. Donc l'alcool c'est légal, il y a 3 conditions pour l'alcool et les stupéfiants qu'il faut remplir une entreprise. Il faut que ce soit notifié dans le règlement intérieur. Il faut toujours aussi que ce soit proportionnel au but recherché, donc le but étant d'éviter l'accident. Et puis, rappeler au collaborateur, lui signifier qu'il a le droit de bénéficier d'une contre-expertise s'il conteste le résultat des tests. Mais attention de ne pas mettre le focus sur le test de dépistage. Le test de dépistage n'est qu'un outil qui s'intègre dans une démarche globale de prévention des addictions. Ce n'est pas un outil de répression quand on l'utilise, hein. C'est un outil de prévention.
Il y a Mmh. 2 types de tests qu'on peut faire. Ce sont les tests dits préventifs, donc là qui ne sont absolument pas ciblés, c'est à raison de 2 à 4 fois par an. On va tester l'ensemble des collaborateurs de manière inopinée et collective, d'accord? On n'est pas ciblé, c'est dans la démarche et dans la culture sécurité. Et puis il y a les tests pour les comportements altérés, avérés, inhabituels, dès lors qu'on s'est soucié avant tout de la santé de la personne, parce qu'un comportement altéré, ça peut être de nombreuses choses, d'accord? Donc, notez que les tests de dépistage, ce n'est qu'un outil pour objectiver une situation à un moment donné, ok? Et ce qu'il faut retenir dans le test de dépistage, c'est pas le test en tant que tel, c'est la réponse qu'on va apporter au test. C'est ça qui nous intéresse finalement, d'accord? Pourquoi? Parce que de toute manière, l'employeur n'a pas le choix. Demain, il y a un accident grave lié à une éventuelle consommation. Le magistrat, il ira voir si l'employeur répond bien à son obligation de sécurité, le 41-21-1 du Code du travail. Est-ce qu'il met en place de la prévention? Est-ce qu'il forme la ligne managériale? Et est-ce qu'il met tous les outils, j'ai bien dit tous les outils qu'il a à sa disposition afin de s'assurer que les collaborateurs travaillent en sécurité. Et donc les tests de dépistage en font partie. Donc ça, il faut bien comprendre que c'est dans ce sens-là que les entreprises utilisent les tests. Maintenant, effectivement, qu'il n'existe pas de test de dépistage pour savoir si tu utilises trop ton smartphone ou si tu joues trop au jeu. Eh bien, pour avoir quelques indicateurs, c'est déjà mettre le cadre au sein de l'entreprise. Le cadre, par exemple, pour l'usage du smartphone. Alors, interdire totalement le smartphone n'est absolument pas recommandé, bien entendu, mais mettre un cadre, c'est tout à fait possible. Déjà, faire la distinction entre les outils que met à la disposition le travail. Hein, donc, parfois, on nous remet des smartphones, on nous remet des PC. Donc, l'usage professionnel et l'usage personnel. Déjà, faire bien la distinction entre les deux. Ça, c'est important. Et puis, effectivement, concernant le smartphone, on peut mettre un cadre très défini dans l'usage. Ne pas utiliser dans des circonstances bien précises avec des risques importants son smartphone, etc. C'est absolument pas déconnant et tout à fait logique. Pour ce qui est du jeu, on a des indicateurs aussi qui peuvent nous alerter. Les indicateurs, ça va être un collaborateur qui va demander des avances sur salaire régulières. Les indicateurs, c'est un collaborateur qui va demander à des collègues de prêter de l'argent de plus en plus régulièrement. Les indicateurs, c'est des larcins qui peuvent avoir lieu au sein de l'entreprise. On a des indicateurs, mais c'est pourquoi je le répète, le dépistage n'est qu'un outil, mais il ne se suffit pas à lui-même. Ce qui est le plus important et ce dont on manque considérablement en entreprise, et j'ai envie de dire même dans notre société au sens large, c'est les actions de prévention. Les actions de prévention sont la base. Il faut prévenir, informer, sensibiliser et de manière régulière, comme on le fait sur d'autres sujets liés à la sécurité. Ça, c'est extrêmement important. Moi, je le dis souvent quand j'interviens. Autorisez-vous, lors de quarts d'heure sécurité ou de causerie sécurité, à un moment donné, de parler de ces sujets. Pourquoi ce n'est pas fait? Ce n'est pas assez fait. Parler de l'alcool sans cibler. Rappeler les taux autorisés, rappeler le cadre de l'entreprise, parler des stupéfiants. C'est pas interdit de parler des stupéfiants. Quand on sait que le cannabis, il y a 5 millions de consommateurs, ne pas vouloir en parler, c'est se voiler la face, au fait. Hein. Parler des stupéfiants, rappeler la règle concernant les stupéfiants, rappeler aussi la règle concernant les taux de détection par rapport aux tests de dépistage, parce qu'en plus, toutes ces informations qu'on fait passer aux collaborateurs, ça a en plus un intérêt dans leur vie privée. Donc c'est d'autant plus intéressant. Prévenir pendant les journées sécurité, s'engager sur des ateliers en lien avec les addictions. Il ne faut pas que ce soit des sujets one-shot. Ce qui, moi, parfois m'interpelle, c'est qu'on est sur des sujets one-shot, un peu originaux, avec des lunettes de simulation lors d'une journée sécurité, etc. Ça fait rire tout le monde, mais sauf que le reste de l'année, on n'en parle plus. Et ça, c'est pour moi une erreur. Mmh. C'est un sujet sécurité. Il faut, comme tout autre sujet sécurité, revenir dessus régulièrement, informer, sensibiliser, agir pour qu'on réduise les risques liés à d'éventuels consos ou à d'éventuelles pratiques addictives. Regarde le smartphone, Alexis. Aujourd'hui, c'est un réel sujet concernant la sécurité routière. Oui. Et on le voit bien. Et au travail, eh bien, les accidents de la route restent la première cause des accidents mortels en milieu professionnel. Me le rappeler. Donc on voit bien que l'usage du smartphone, tu sais, moi aujourd'hui, j'anime des sensibilisations uniquement autour
du sujet de l'usage du smartphone. Donc on en est là aujourd'hui, hein, parce que, bah, les gens ont du mal à se réguler. Donc rappeler les règles, rappeler le cadre et rappeler qu'encore une fois, si une personne se sent en difficulté, qu'elle a des ressources, vers lesquelles elle peut se retourner. Bah, merci beaucoup Cyril. On va, tout doucement s'engager vers la fin de notre podcast parce qu'on approche déjà de l'heure d'enregistrement. La question que je voulais te poser avant de te représenter et de faire une petite tribune pour, pouvoir te retrouver, quels sont les conseils pratiques que tu donnerais à des nouveaux élus du CSE? Je sais pas, 2-3, enfin les autant que tu veux, mais l'idée c'est voilà, je suis un nouvel élu du CSE, là il y a des élections cette année, il va y avoir plein de nouveaux élus. Et peut-être que le sujet des addictions est un sujet qu'ils ont envie de porter dans leur entreprise pour travailler sur la santé, sécurité et conditions de travail. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser pour faire tout ça? Tu le dis, hein, pour moi, par expérience, les membres des CSE, les élus des CSE, c'est souvent d'eux qu'émane la demande. Alors, il y a les CODIR aussi, mais vraiment les élus du CSE sont souvent d'eux qu'émanent ces demandes-là de gérer les addictions. Parce qu'ils ont bien compris les enjeux qu'il y a derrière. Donc moi, les conseils que je vais leur donner, alors très modestement, bien entendu, c'est n'ayez pas peur de vous engager sur ce sujet-là. Plus les membres des CSE, les élus des CSE sont engagés sur ces sujets-là et sur les démarches, donc sont acteurs, hein, et participent à la mise en place d'une telle démarche, plus la démarche se passe bien. Ça, c'est intéressant de le constater, parce qu'on a besoin d'eux, et je le dis très clairement, moi je parle comme prestataire qui intervient, hein, extérieur. Moi, quand je suis dans cette démarche accompagné par les membres des CSE, c'est juste extraordinaire parce qu'ils comprennent le sens et ils s'y engagent totalement. Donc, moi, je leur conseille de vraiment s'engager sur ces démarches-là, d'y aller, de vraiment en faire part à la direction, que c'est un sujet qui est important, qu'il faut vraiment s'approprier en entreprise, non pas pour être intrusif, mais pour réduire les risques et pour accompagner les collaborateurs qui peuvent être en difficulté. Deuxième chose que moi je leur préconise, alors tu vas dire que je prêche pour ma paroisse, mais bon, c'est de former, que des membres des CSE se forment ou en tant que référent addiction, qu'il y ait un ou deux élus CSE qui soient formés référents addiction ou qui se forment au premier secours en santé mentale, ce qui est d'autant plus intéressant puisque là, on évoque de nombreux troubles, dont celui dont on parle aujourd'hui, mais pas que, hein, les troubles de l'anxiété, troubles psychotiques, troubles dépressifs, enfin bref, et toutes les gestions de crise liées à ces troubles. Donc là, c'est des formations où, au terme de ces formations, ils ont une attestation de secouriste en santé mentale. Et on a souvent d'ailleurs des membres des CSE qui s'y forment parce qu'ils ont une appétence et un intérêt, ils sont attentifs aux autres. Voilà. Mmh. Donc moi, mes conseils, c'est cela parce que parfois, à l'inverse, j'ai des élus des CSE qui sont frileux d'aller sur ces sujets-là. Et je vous invite vraiment à y aller parce que c'est un sujet qui est de toute manière incontournable aujourd'hui en 2026 et de plus en plus d'entreprises s'y engagent. Et on a besoin des élus du CSE pour porter ces démarches et pour y mettre du sens et surtout pour rassurer aussi l'ensemble des collaborateurs des entreprises et leur faire comprendre que ce n'est pas une démarche répressive, c'est une démarche préventive pour leur bien-être et leur sécurité. Bah, merci beaucoup Cyril. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, te contacter? Comment on fait si on veut travailler avec toi, si on veut que tu viennes intervenir chez nous, si on veut se faire former sur ces sujets-là? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, merci Alexis. Alors, on peut me retrouver déjà sur le réseau professionnel LinkedIn, c'est là où je suis le plus actif et le plus présent, Cyril Coton. Vous avez aussi mon site internet www.corosconseil.fr, Korosconseil. Et puis, j'ai écrit un livre, si vous voulez en connaître un peu plus sur mon histoire et mon parcours, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Vous tapez Cyril Coton, l'équilibre du balancier. Et puis, peut-être que vous pourrez me voir d'ici, ici ou là, par-ci par-là, parce que j'ai un témoignage spectacle que je propose encore aujourd'hui. Je le propose dans différentes organisations, dont les milieux professionnels. C'est une prévention atypique et intéressante pour pouvoir libérer la parole et commencer à parler de ce sujet. Donc c'est un témoignage spectacle que je joue avec une marionnettiste et qui a beaucoup d'impact. Voilà, donc je suis toujours un petit peu attaché à mes premiers amours, c'est-à-dire la scène et l'art. Voilà où vous pouvez me trouver facilement.
Bah, merci beaucoup Cyril. Je précise pour ceux qui nous écoutent, que Cyril, ça s'écrit C-Y-R-I-2-L-E, Coton, C-O-T-O-N. Comme ça, si vous le voyez pas, il y aura normalement dans les descriptions, ça sera noté, mais vous pourrez l'écrire et trouver le bon Cyril Coton. Merci Alexis. Je t'en prie. Eh ben, merci à toi pour ce temps que tu nous as offert. Le SAV des CSE, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, sur mon perso LinkedIn Alexis Maes, Dice Academy pour la page de l'entreprise, Dice Academy sur Facebook, Dice Academy FR sur YouTube, sur lequel vous retrouvez ce podcast, et le SAV des CSE sur TikTok, Thread et Instagram. Et sur toutes les plateformes de podcast, vous trouverez le SAV des CSE, même chez Apple Podcast. C'est ma victoire du mois. J'ai enfin réussi à publier sur cet outil. Donc vous pourrez retrouver et nous suivre sur toutes vos plateformes préférées. On vous souhaite une très bonne journée. On vous dit à très bientôt et ciao ciao!